tous. Donc, on démarre. Donc, comme je l'ai évoqué, mais je suis désolée, ça fait répétition pour les autres. Merci voilà, de couper vos webcams. Vous allez pouvoir en fait poser des questions à travers la fenêtre de chat. Si vous ne l'avez pas activée, cette fenêtre, vous pouvez la faire apparaître sur votre ordinateur en cliquant sur Converser dans la barre de menu en bas de votre écran. Donc, moi, je suis Nadine Morillo, responsable du pôle accompagnement des professionnels au Carrefour F des Pays de la Loire. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la série d'actions que le Carrefour-F organise depuis le début du confinement pour accompagner les organismes de formation suite à une demande il y a 2 mois maintenant du Haut Commissariat aux compétences, à la fois sur l'identification de l'offre de formation à distance, mais aussi sur l'animation et l'accompagnement des organismes de formation, donc avec des actions de formation, des webinaires thématiques comme aujourd'hui et des temps d'échange de pratiques. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur un sujet brûlant, je pense, pour vous, sur l'organisation du déconfinement. Donc, on a souhaité vous offrir ce temps à la fois d'apport avec la FFP, le Synofdes et la Directe, mais aussi probablement d'échange. C'est aussi l'occasion de voir quelles questions et quelles problématiques rencontrent les uns les autres. Donc, sur le déroulé de ce temps de webinaire, on va commencer avec Monsieur Guimier, que je vous laisserai… Du spectacle comme ça, non? Non, alors, j'entends une conversation périphérique, donc merci aux personnes de couper vos micros. Donc, on va commencer avec Monsieur Guimier, qui est responsable des partenariats et du développement économique à la FFP nationale. Je vous en prie, allez-y. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, je suis responsable partenariat économique et développement à la Fédération de la formation professionnelle. Et j'ai été amené, dans le cadre du confinement et du déconfinement, à travailler spécifiquement sur le guide de déconfinement du secteur de la formation professionnelle, et donc d'être en lien avec les différentes parties prenantes, organisations patronales, mais également ministères et syndicats. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. On vous entend bien, je pense. Ok, parfait. Et simplement pour vous dire, donc on va commencer avec Monsieur Guimier sur les aspects, les points un peu saillants des guides en fait. Donc il va vous préciser d'ailleurs les guides en cours, où sont les ressources. On vous l'a envoyé dans le mail de confirmation pour ceux qui étaient inscrits hier. Et puis on prendra un temps donc avec Madame Favenec, Madame Saulnier de la Directe sur la question de l'organisation des épreuves des titres professionnels. Et Monsieur Rojon de la FFP, Madame Langlais du Synofdes témoigneront aussi des questions qu'ils reçoivent de la part des organismes. Et là, on ouvrira en fait un échange avec vous, donc avec tous les participants. Actuellement, vous êtes 28. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de chat. Donc, cette première partie qu'on a intitulée organisation pratique de la reprise, on a envisagé que ça puisse durer 3/4 d'heure et puis d'avoir une deuxième partie à la fin plutôt sur des aspects stratégiques et réglementaires. Ça marche. Et puis, qui viendront peut-être compléter mon contenu pédagogique avec les objectifs pédagogiques. Et je refais un découpage pour que ça reste journée, en étant un petit peu moins prolixe. Je vais essayer de couper le son de la personne. Monsieur Guimier, je vous en prie, pour ce démarrage, je vous invite du coup à partager votre écran. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Très bien. Parfait. Donc merci pour l'organisation de cet échange-là. Effectivement, je vais refaire un point très rapide de contexte et un petit peu des objectifs de ces différents guides. Donc pour revenir un petit peu en arrière, donc le 15 mars a été décidé la fermeture de l'ensemble des centres qui accueillaient du public dans le cadre de la crise du Covid-19. Le 13 avril, le président de la République a donné une date du 11 mai pour passer en mode déconfinement. Et dans ce cadre-là, il revenait à chaque secteur de travailler sur des déclinaisons spécifiques sur la sortie en déconfinement. Alors, je ne sais pas, est-ce que, Madame Morillo, est-ce que vous avez la capacité d'éteindre tous les micros de tous les participants ou pas? C'est ce que je suis en train de faire. Là, voilà, j'ai fermé ceux qui n'étaient pas fermés. D'accord.
Et donc, dans le cadre de ce travail d'un guide spécifique pour le secteur de la formation professionnelle qui a un certain nombre de caractéristiques différentes des autres secteurs d'activité, il y a un travail collectif qui a été mis en place en lien avec le ministère du Travail. Et la FFP a proposé un premier projet de protocole sanitaire. Et il y a eu un travail collectif qui a été réalisé avec le SINOFDES, bien sûr. Il y a eu des échanges qui ont eu lieu avec les organisations syndicales et également avec les différentes autres parties prenantes. Ce guide a donné lieu à de nombreux échanges avec la DGT et avec le ministère du Travail, parce qu'il devait bien sûr s'articuler avec les réglementations, ou en tout cas avec les préconisations générales qui s'appliquent à l'ensemble des secteurs, et également avec les préconisations, bien sûr, qui sont édictées par le ministère de la Santé. Et après ces différents temps d'échange et de consultation, il a été publié et mis en ligne sur le ministère, sur le site du ministère en début de semaine, lundi. Voilà, donc vous pouvez maintenant y accéder sur le site du ministère. On a aujourd'hui un certain nombre de guides, protocoles ou autres questions-réponses qui existent. Les trois principaux sont le protocole national de déconfinement pour les entreprises, qui est en fait le document qui a été publié par le ministère du Travail en premier et qui a pour objectif de fixer les grandes règles, les grandes recommandations applicables à l'ensemble des secteurs économiques. Donc c'est vraiment, on va dire, un document chapeau. Et à l'intérieur de ce cadre-là qui a été donné, a également été publié des recommandations et des conseils à destination des acteurs intervenants pour le champ de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Dans ce deuxième document-là, on fait surtout appel à deux sujets qui sont la priorisation des publics et également les liens avec les différents financeurs. Ce document-là a été rédigé par le ministère du Travail et a pour but vraiment d'être une aide à la décision aux chefs d'entreprise. Et le dernier document, celui dont je vous parlais juste avant, c'est le guide spécifique pour le secteur de la formation professionnelle, qui a été réalisé donc avec l'ensemble des organisations professionnelles FFP et SINOFDES et qui a été validé par le ministère du Travail. Donc, ça fait, on va dire, un certain nombre de guides et de réglementations. Nous, l'objectif du guide est vraiment d'être très opérationnel aussi. Donc, on espère qu'il pourra vous servir dans le cadre de la période de déconfinement et de reprise d'activité. Sur la partie, pour rentrer directement sur le fond du sujet, sur la partie préparation à la reprise d'activité, il y a un certain nombre de préalables avant l'ouverture et la réception de stagiaires et même du personnel salarié. C'est l'actualisation du document unique, du DUERP, qui est essentiel et qui peut même être, qui doit normalement exister déjà, la rédaction de ce document unique dans l'ensemble des entreprises. Donc, il y a une nécessité de l'actualiser. Et pour l'actualiser, il faut bien sûr intégrer les risques liés au Covid-19 et à l'ensemble des mesures qui doivent être prises pour diminuer ces risques liés au Covid-19. Nous avons également, dans le cadre de cette pré-reprise, la nécessité d'échanger avec les différentes représentations du personnel. Les différents CSE, c'est un élément qui est extrêmement important pour la diffusion de l'information, bien sûr, mais également pour que ça soit un travail qui soit collectif au sein de l'entreprise et qu'il puisse y avoir des retours aussi très pratiques de la part des différents représentants du personnel. Donc ça, c'est un point aussi également important. Nous avons comme troisième point, comme troisième préalable, préconisé la mise en place d'un référent Covid-19. L'idée, c'est vraiment d'avoir une simplicité, d'avoir un point d'entrée sur ce sujet-là. Alors, il y a une totale liberté sur la désignation ou non de ce référent-là et surtout de la personne, en fonction des structures, des tailles et autres. Ça peut être bien sûr le chef d'entreprise, mais après, ça peut être une personne qui peut être peut-être plus en lien avec les questions hygiène et sécurité ou d'autres, vraiment en fonction de l'organisation de la société, mais on pense que c'est quand même quelque chose d'assez positif et surtout cette personne-là devrait aussi suivre une formation spécifique sur les gestes barrières et autres pour qu'elle puisse après les décliner en interne. Hop. Alors, je vais continuer sur les différentes étapes de la reprise. Un élément essentiel est bien sûr la
l'information des différents collaborateurs, information sur les modalités d'ouverture en fait. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de collaborateurs sont en télétravail ou en chômage partiel. Et il est important que les différents collaborateurs puissent avoir en amont l'ensemble des nouvelles modalités d'organisation. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'avoir une bonne compréhension des différentes consignes et c'est une condition en fait de l'adhésion aux mesures préconisées, qui demande en fait quand même de l'engagement et de la bonne volonté de chacun. On est quand même sur une responsabilité aussi individuelle de l'application des différents gestes. Donc c'est important qu'il soit compris et approprié par l'ensemble des salariés. Les modalités de réouverture et les règles à respecter donc, doivent être vraiment communiquées à l'ensemble des collaborateurs. Sur les modalités de ces communications, elles peuvent prendre des formes très différentes. Ça peut être bien sûr des notes de service, ça peut être aussi des documents comme des rétro-plannings, des réunions téléphoniques ou visioconférences, même si on va dire qu'on organise beaucoup de visioconférences depuis quelques temps. Mais c'est vrai que ça peut être très utile. Après cette information aux différents collaborateurs, il y a un aspect beaucoup plus matériel également à prendre en compte qui est l'approvisionnement en matériel nécessaire. Bien sûr, tout ce qui est gel hydroalcoolique, mais c'est également plus large parce que s'il y a un besoin d'adapter les espaces de travail, les espaces d'accueil, il peut être nécessaire d'acquérir des séparateurs plexiglas. Après, ça peut être extrêmement varié en fonction de la typologie des différents bâtiments que vous pouvez avoir. Mais tout ce travail d'approvisionnement doit bien sûr être fait en amont pour que la phase suivante, c'est-à-dire l'organisation et l'aménagement des locaux, puisse se faire. Durant cette phase d'organisation et d'aménagement des locaux, il peut être intéressant de faire venir spécifiquement certains collaborateurs qui sont en capacité de pouvoir réorganiser les espaces de travail ou les espaces d'accueil. Donc, organiser bien sûr et réaménager les différents bureaux, mais également ça peut être les salles de formation, ça peut être en mettant tout ce qui est marquage au sol, également tout ce qui est affichage. Ça, c'est un élément aussi important, tant en direction des salariés qu'en direction des stagiaires, pour rappeler les différents gestes barrières, pour rappeler également les différents sens de circulation qui peuvent être mis en place ou modifiés dans les établissements. Donc voilà, un certain nombre d'informations qui sont indispensables. Il faut également réaliser avant la réouverture le nettoyage des locaux. Donc là, on a plusieurs possibilités, ou plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse où les locaux n'ont pas du tout été utilisés durant la période de confinement. Dans ce cadre-là, on va dire un nettoyage standard classique peut tout à fait suffire parce que vu la durée de vie du virus, les 2 mois, enfin voilà, il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Néanmoins, si l'établissement a été utilisé par des collaborateurs pour des raisons X ou Y, là, il convient d'avoir un nettoyage spécifique, notamment des zones et des différentes surfaces qui ont pu être touchées ou en contact avec les personnes qui sont passées. C'est pour les nettoyages, donc soit ils peuvent être faits, on va dire, en interne, soit s'il y a un prestataire de service pour la partie nettoyage. Je pense qu'il est important aussi d'échanger avec ces prestataires-là pour voir s'il n'y a pas une adaptation du service qui est effectué et également voir s'il n'y a pas une nouvelle organisation à adopter dans le cadre de l'accueil de ces personnels-là. La dernière partie qui est également très importante, c'est l'information des différentes parties prenantes. Parties prenantes, c'est-à-dire les clients, les stagiaires, les différents financeurs et les prescripteurs sur les modalités de réouverture. Dans une logique de, bien sûr, diffusion de l'information et pour bien faire comprendre aux différentes parties prenantes que l'établissement qui reçoit a pris en compte les nouvelles conditions liées au Covid-19, qu'il a adapté son mode d'organisation et surtout qu'il donne les nouvelles réglementations et les nouveaux modes d'organisation à l'ensemble des personnes qui peuvent être amenées à venir dans ces établissements-là. Pour les stagiaires, ça peut inclure également, ça va inclure forcément des modifications des règlements intérieurs. Modifications des règlements intérieurs également pour les salariés lorsqu'il en existe. Et
en direction des stagiaires également, pour les établissements qui ont mis en place, par exemple, des livrets d'accueil, je pense qu'il est important de pouvoir les compléter avec une information liée au Covid-19 et surtout que ces informations soient transmises bien en amont aux stagiaires pour qu'il puisse lui-même se les approprier et ne pas les découvrir le jour où il arrive dans l'organisme de formation parce qu'il peut y avoir dans le mode d'organisation aussi des choses à prendre en compte en amont, tant en termes de matériel à emmener ou avec lequel il faut s'équiper, ou également en termes d'accès à l'établissement, parce que l'accès peut être modifié en fonction de la gestion des flux ou même des horaires habituels qui peuvent être modifiés. Donc c'est important également d'avoir l'ensemble de ces informations transmises en amont. Monsieur Guimier, Oui. il y a une question de Monsieur Simon. Qu'en est-il du protocole dans les parties communes avec une autre entreprise qui partage les mêmes locaux? Alors sur ce sujet-là, c'est vrai qu'il n'y a pas un point particulier dans les différents guides. Très clairement, je pense que dans ce cas-là, il faut se référer au guide qui est applicable à l'ensemble des secteurs. Il faut toujours réfléchir que ce guide-là, mais ou les différents protocoles, on est sur une démarche de déclinaison des différents gestes barrières. Donc, il faut toujours avoir en tête ça. C'est comment je peux décliner dans mon quotidien et dans mon mode de fonctionnement les différents gestes barrières et la distanciation d'au moins 1 mètre entre les personnes. Donc, s'il y a des espaces en commun, je pense qu'il doit y avoir aussi un mode de fonctionnement ou un mode d'utilisation qui doit être mis en place par les différentes parties prenantes qui gèrent cet espace-là. Et je pense que le protocole interprofessionnel qui avait été édicté par le ministère voilà, peut servir de base si les entreprises qui partagent ce même lieu en fait ne sont pas du même secteur. Si elles sont du même secteur comme la formation professionnelle, je pense qu'il faut se référer effectivement au guide. Je fais une petite parenthèse parce que lorsque j'ai évoqué tout à l'heure les différents guides, j'ai pas parlé de leur opposabilité ou non. Ça, c'est une question qui nous revient aussi assez régulièrement. Quelle est la force en fait de ces protocoles, guides et autres? Alors, ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des règlements, donc ils ne sont pas opposables en tant que tels. Néanmoins, en termes de responsabilité, si l'entreprise à un moment donné voit sa responsabilité engagée par un collaborateur ou un stagiaire ou autre, et que l'entreprise se retrouve devant la justice, le juge peut être amené à regarder en fait quelles sont les pratiques standards qui peuvent être appliquées dans le secteur d'activité ou de manière plus large dans le monde économique. Et effectivement, si les pratiques ou les décisions ou l'organisation qui a été mise en place dans l'organisme de formation sont très éloignées ou sont même éloignées de ce qui est préconisé, je pense que ça peut être, on va dire, dangereux en termes de responsabilité. Donc, c'est toujours le côté un petit peu flou. Ce n'est pas obligatoire, mais je pense qu'il faut quand même s'y référer un maximum. Monsieur Rojon demande s'il faut faire un avenant au contrat de formation. Alors, au contrat de formation, je pense que est-ce que l'ensemble des documents type règlement intérieur ou autres ne peuvent pas suffire pour informer justement ces différents éléments? En fait, ça dépend sur les contrats de formation quel type de modification ils souhaitent mettre. Est-ce que c'est uniquement en termes d'informations liées au Covid ou est-ce que c'est des choses plus spécifiques au déroulé du contrat de formation? Alors, on a également la question par rapport à la responsabilité des organismes. Est-ce que la remise des consignes et mesures dans le cadre de la reprise d'activité aux stagiaires et formateurs, il faut la faire contre-signature pour pouvoir prouver que cela a été fait? En fait, dans les documents qui sont envoyés aux stagiaires, effectivement, je pense qu'il peut être intéressant. Alors, c'est pareil, c'est des préconisations, il y a rien d'obligatoire, hein, mais ça peut être intéressant d'avoir dans les documents effectivement une attestation où le stagiaire dit qu'il a bien pris connaissance des modalités d'organisation de l'organisme de formation et voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être effectivement utile de mettre en place. Pour le formateur également, pour le formateur, et il a un rôle encore plus accru parce que dans le cadre on le verra tout à l'heure, mais dans le cadre des formations qu'il va prodiguer,
il doit aussi, au début de chaque formation, rappeler un petit peu le mode d'organisation lors de la formation et la mise en application des gestes barrières spécifiques à chaque formation, que ce soit dans une salle ou après dans des formations qui sont un peu plus particulières. Donc, effectivement, il est important que le formateur soit bien au fait de l'ensemble des règles applicables. Et Madame Violette du campus de la mode et des métiers du luxe demande si ces dispositions visent également les apprentis. Alors, en fait, les dispositions globalement visent l'ensemble des personnes qui peuvent être amenées à être dans des organismes de formation et plus globalement à l'ensemble des personnes qui sont dans le secteur économique pour le protocole plus général. Donc, le respect des gestes barrières et de la distanciation physique, ce sont des choses qui sont applicables à l'ensemble des personnes. Et à partir du moment où des personnes viennent dans un organisme de formation ou dans une entreprise, il revient à l'entreprise de bien s'assurer que les personnes respectent, ou en tout cas ont les moyens de respecter les règles en place au sein de l'organisme de formation ou de l'entreprise. Alors, on a une petite question sur les mineurs. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Alors, le guide ne traite pas des mineurs parce qu'effectivement, là, on est sur une catégorie un peu plus particulière. Donc là, on est en train, nous, de continuer à échanger avec le ministère. Donc ça fait partie aussi des choses sur lesquelles nous, on continue d'avancer parce que sur les mineurs, il y a une question effectivement de responsabilité accrue. Donc voilà, pour l'instant, ce guide-là est plutôt destiné aux majeurs. Voilà. Vous avez encore une question? Qu'on peut continuer? Je pense que pour le moment, vous pouvez y aller. Ok. Les questions vont continuer d'arriver au fur et à mesure. Parfait. Donc maintenant sur la partie donc plus spécifique sur l'organisation du travail pour les salariés, parce qu'il y a vraiment, on va dire, comment est-ce que en tant qu'organisme de formation, on met les modes d'organisation et les différents matériaux en place pour accueillir des stagiaires, mais l'élément premier est effectivement l'accueil et l'organisation des salariés dans le cadre de la reprise d'activité et d'un fonctionnement, on va dire, plus courant. Donc un des éléments importants qui a été rappelé par les pouvoirs publics et qu'on rappelle également dans le guide, c'est qu'il faut favoriser au maximum le télétravail, en particulier notamment pour les activités administratives. Donc tout ce qui peut être, tous les collaborateurs qui peuvent rester en télétravail doivent rester en télétravail. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le principe de base. Après, en fonction du mode de fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement qui reçoit du public, il faut forcément des personnes qui soient là physiquement. Et dans ce cadre-là, effectivement, là, on va arriver sur d'autres types de règles à mettre en place. Mais pour revenir sur le côté télétravail, le ministère a mis en place, ou en tout cas a mis à disposition un document sur télétravail et déconfinement, qui peut être intéressant s'il y a une question-réponse, mais de manière plus globale, il peut être intéressant également pour l'entreprise qui met en place, ou en tout cas qui continue à mettre en place, parce qu'on est beaucoup à être passé de manière volontaire ou en tout cas obligé en télétravail, de mettre en place un document un peu de référence sur le télétravail, parce que ce passage obligé et un peu improvisé de manière massive avec le confinement fait que l'ensemble des structures n'étaient pas forcément préparées ou adaptées à organiser un travail en télétravail. Donc je pense que c'est important de mettre en place en fait un certain nombre de règles, tant dans le cadre du respect en fait de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, en termes d'équipement également, parce que l'ensemble des collaborateurs n'ont pas forcément toujours aussi l'ensemble des équipements nécessaires. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses à mettre en place, et comme là on s'inscrit, on va dire, dans la durée sur des modalités de travail différentes et sur une intégration du télétravail, on peut l'imaginer beaucoup plus fréquente et pour un temps assez long. Donc je pense que c'est important aussi de bien cadrer les choses. Il y a un autre rôle qui est aussi important, c'est le rôle du manager dans ces périodes un petit peu particulières de télétravail et de stress, qui sont quand même assez élevés, voilà,
de Covid-19. Donc, en termes de pilotage des équipes, de gestion aussi, de régulation de la charge de travail, je pense qu'il y a vraiment un point important en termes de management à mettre en avant et peut-être un travail particulier aussi à mettre en place. Donc, pour revenir donc, sur les personnes qui, elles, ne sont pas en télétravail et qui doivent revenir dans les locaux, il faut bien sûr adapter les espaces de travail, au bureau ou autres, au respect de distanciation physique qui sont au moins 1 mètre et également sur comment, dans notre quotidien, adapter le respect des gestes barrières. Donc, pour ça, l'entreprise de formation doit fournir aux salariés en fait, le matériel nécessaire au respect des gestes barrières au sein de la structure, comme par exemple du gel hydroalcoolique ou l'utilisation enfin, voilà, de savon ou autre. Et si l'employeur oblige ses salariés, parce que c'est une possibilité aussi qu'a l'employeur, donc s'il oblige ses salariés à porter des masques ou certains types de d'EPI au sein de la structure, il revient à l'employeur en fait, de fournir ces EPI aux salariés à partir du moment où il les rend obligatoires. Pour revenir sur... Oui. On a une question de Monsieur Hamza. Un directeur peut-il obliger ses collaborateurs à revenir sur le lieu de travail? Alors, dans le cadre des personnes qui doivent revenir sur le lieu de travail, il y a la catégorie notamment des personnes fragiles, où là, il doit y avoir peut-être un travail particulier qui doit être fait. Cette liste des personnes fragiles en fait, est disponible. Il y a des personnes qui peuvent avoir des maladies chroniques au cœur, etc. Enfin, il y a toute une liste de personnes où là, je pense qu'il y a un travail particulier à faire. Néanmoins, pour ces personnes qui sont fragiles, elles ne peuvent pas, on va dire, décider, entre guillemets, d'être fragile. Ça doit s'appuyer bien sûr sur un avis médical, médecin traitant ou médecine du travail. Mais de manière globale, la personne qui est en capacité de pouvoir revenir travailler et qui ne peut pas effectuer son travail en télétravail, effectivement, elle doit revenir. Mais dans ce cas-là, il faut aussi que l'ensemble des procédures et du mode d'organisation qui permettent le respect des gestes barrières soient bien mis en place sur le lieu de travail. Je vais continuer, je vais essayer peut-être d'accélérer parce que je vois qu'il est déjà 14h29. Donc, adaptation des espaces de travail, des modes de travail. Un point particulier aussi sur la gestion des flux. Ça, c'est important, tant le fait quand on arrive le matin, au moment de pause, etc. Et même dans le cadre des déplacements dans le bâtiment, il faut vraiment avoir en tête cette gestion des flux et d'éviter qu'il y ait des attroupements. Chose un peu anecdotique, mais l'utilisation d'ascenseurs. Éviter bien sûr qu'il n'y ait pas le respect de la distance de 1 mètre au moins entre les personnes et ce qui peut créer en fait des attroupements. Donc c'est vraiment se mettre dans cette disposition-là. Il y a également tout un système d'affichage qui doit être fait avec les consignes de circulation, avec voilà, les consignes sanitaires. Voilà, je ne vais pas rentrer après plus dans le détail parce que je vais peut-être plutôt continuer d'avancer. Lors des formations, il faut également éviter, là on est toujours sur le prisme salarié, mais il faut éviter que les stagiaires et les salariés se croisent lorsqu'il n'y a pas lieu en fait qu'il y ait de rencontres. Les salariés qui doivent être en contact avec les stagiaires, bien sûr, voilà, doivent garder ces contacts-là. Mais tous ceux qui n'ont pas vocation à rencontrer ou à échanger avec les stagiaires, il faut vraiment adapter le mode d'organisation du travail et des différentes formations pour éviter ces croisements, pour éviter aussi les partages des lieux de pause ou de restauration en commun, etc. Donc, c'est vraiment repenser un petit peu l'organisation interne sous l'aune de ces gestes barrières et cette distanciation physique. Et dernier point rapide sur les déplacements, l'employeur doit bien sûr veiller à ce que le formateur ou le salarié qui est envoyé en déplacement puisse respecter l'ensemble des gestes barrières et de la distanciation, donc lui fournir les différents éléments, gel hydroalcoolique ou masque si besoin, etc. Il y a l'attestation si le déplacement est au-delà de 100 km en dehors du département. Et il y a également aussi le fait de s'assurer que dans le cadre du déplacement, que ce soit train ou voiture, le respect de la distanciation soit respecté. Par exemple, s'il y a plusieurs salariés qui vont en déplacement dans une voiture, il ne faut pas plus de 2 personnes par voiture, une devant le conducteur et une derrière. Donc voilà, ce qui a aussi un impact en termes d'organisation. Sur l'aménagement et l'organisation, plus spécifiquement des formations. Il y a 2 points
principaux. Le premier, c'est favoriser à chaque fois, comme pour le télétravail pour les salariés, pour les formations, c'est favoriser au maximum la formation en distanciel. C'est un élément qui est fondamental. Après, pour certaines formations, ce n'est pas possible, ou certains publics, effectivement, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est l'élément sur lequel il faut avancer au maximum. Le deuxième point qui est important et où on a eu beaucoup de questions, c'est la capacité d'accueil dans les salles de formation, où il y a eu plusieurs chiffres qui ont circulé pendant un moment. Il y a eu la question des 10, le regroupement des 10 personnes, il y a eu la question du nombre de mètres carrés. Clairement, dans le document interprofessionnel, donc chapeau, il n'est pas fait mention de la limitation des 10, dans le guide non plus, donc il n'y a pas de limitation à 10 personnes, donc ça c'est un point aussi important en termes d'organisation. Sur la question des 4 mètres carrés, donc qui est dans le document interprofessionnel, nous avons abordé un peu d'une autre manière, donc on rappelle la question des 4 mètres carrés par stagiaire. Néanmoins, il y a une possibilité en fait de descendre sous ces 4 mètres carrés. Alors, toujours en respectant bien sûr la distanciation d'1 mètre, mais en fait, c'est par des modalités d'organisation de la salle. Par exemple, en collant tout bêtement des bureaux contre les murs, on réduit le nombre de mètres carrés tout en respectant la distanciation. Donc, on peut arriver sur des salles de 50 mètres carrés où on peut accueillir 16 personnes. Là, on est parti vraiment dans le cadre de notre proposition et des échanges avec le ministère sur ce qui était appliqué dans l'éducation nationale. Donc, on arrive sur, quand on a 50 mètres carrés avec 16 personnes, dans la salle, on arrive sur du 3,12 mètres carrés, donc ce qui est aussi, voilà, mais en respectant toujours l'ensemble des gestes barrières et de la distanciation. Sur les règles générales, voilà, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, sauf s'il y a des questions spécifiques, mais c'est toujours sur des modalités pratiques, comment on décline les gestes barrières et la distanciation sociale, avec aussi l'information sur les affichages des consignes sanitaires au sein même des espaces de formation, sur des questions sur la mise à disposition aussi des parties communes, sur le nettoyage régulier aussi des espaces, notamment des espaces qui peuvent être, on va dire, touchés fréquemment par des publics différents, rampes, etc., portes et autres, sur de l'aération également régulière des différents espaces. Et il y a un élément aussi qui est important dans ces règles générales, c'est demander aux stagiaires de procéder avant de se rendre à la formation aux vérifications utiles, notamment qu'ils disposent bien en fait du matériel, choses qui peuvent paraître sibyllins, mais stylo, bloc-notes et autres, parce que pour minimiser aussi les échanges de matériel, stylo et autres entre stagiaires ou avec l'organisme de formation, et également, si possible, leur demander d'amener leur eau ou café, voilà, ce qui peut permettre aussi de diminuer les échanges d'outils ou autres entre personnes. Monsieur Guimier, on a une question de Laurence d'Attitude Formation. Si on n'a pas les 4 mètres carrés, est-ce que le port du masque est obligatoire? Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le port du masque ne permet pas de s'exonérer de la distanciation des 1 mètre. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire j'ai une salle, je voudrais mettre plus de personnes, donc je vais dire que le port du masque est obligatoire, donc comme ça je peux mettre plus de personnes dans cette salle-là. C'est pas dans cette optique-là. Il faut voir comment dans cette salle, en respectant les gestes barrières, je peux mettre 2 personnes, et après je peux rendre le masque obligatoire, mais le premier élément, c'est vraiment le respect des distanciations. Si malgré tout les modes d'organisation ou autres, je ne peux pas faire en sorte qu'il y ait le respect de cette distanciation. Sur certaines formations, par exemple, je sais pas, la formation coiffure, clairement, il est impossible dans le cadre de la formation d'avoir un respect de la distance de 1 mètre dans ce cadre-là. Donc là, oui, quand le respect de la distance d'au moins 1 mètre n'est pas possible, le port du masque est obligatoire. Mais le port du masque est obligatoire uniquement lorsqu'on ne peut pas respecter cette distance et qu'on a tout mis en place ou qu'on a essayé de tout mettre en place pour respecter cette distance. Je ne sais pas si je suis clair vraiment sur cette... Je pense que vous êtes clair et on a des questions qui continuent d'arriver. Par contre, c'est vrai que l'heure tourne. Est-ce que on pourrait essayer d'accélérer sur cette première partie pour donner la parole aux autres intervenants, puis on reviendra après sur
de toute façon avec vos questions, avec de nouvelles questions pour Monsieur Guimier. Alors là, dans l'immédiat, vous avez dit 3 mètres carrés pour une salle de 50. Non, vous avez dit 3,11 mètres carrés pour une salle de 3,12. 50 mètres Enfin, carrés. non, Ouais. j'ai dit, en fait, c'est 50 mètres carrés pour accueillir potentiellement 16 personnes. Donc après, c'est juste faire la division. Mais en fait, c'est pas, il faut pas se dire, dans ce cas-là, j'ai une salle, donc j'ai 3,12 mètres carrés par personne, donc je peux mettre, c'est vraiment en fonction de l'organisation de la salle. C'est-à-dire que si je place les bureaux contre les murs, si, voilà, c'est comment l'organisation de la salle me permet d'être en dessous des 4 mètres carrés tout en respectant la distanciation d'au moins 1 mètre entre les personnes. Voilà. Très bien. Sur le port du masque obligatoire, quand on n'arrive pas à respecter les distances de sécurité, là, au niveau de la MFR de Carquefou, même question pour 2 personnes en voiture à l'avant. Donc, ça veut dire, je suppose dans la question, il n'y a pas la possibilité d'avoir une personne devant et une personne derrière, comme vous l'avez indiqué. Donc, dans ce cas, le port du masque est obligatoire. Bah, alors, ma lecture, ça serait que si soit il y a une personne devant, soit une personne derrière, mais qu'il ne peut pas y avoir 2 personnes devant. Voilà. Après, je sais qu'il y a des questions particulières, par exemple sur les auto-écoles ou autres, parce Oui, qu'avec l'utilisation formation des de pédales, conduite. enfin, ça serait un peu difficile que la personne soit derrière. Je sais qu'il y a des réglementations spécifiques qui sont mises en place. Et de manière globale, je pense que c'est une approche aussi à avoir sur les formations qui sont très liées à des métiers. Il faut se référer en fait aux guides spécifiques des différents secteurs. Par exemple, du bâtiment, par exemple, les coiffeurs ou autres, où là, il y a une réflexion qui a été menée aussi spécifiquement sur ces secteurs-là. Et je pense que là, il faut aussi appliquer les règles qui sont mises en place dans les différents secteurs qui sont enseignés. Alors, Madame Langlais du Synovdef précise quand l'organisme de formation oblige le port du masque dans les cas de figure que vous venez d'évoquer, c'est à lui de le fournir. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. C'est à partir du moment où le port du masque n'est pas obligatoire, mais que l'organisme de formation décide, parce qu'il en a la possibilité de le rendre obligatoire, effectivement, il faut qu'il soit en capacité de pouvoir le fournir. Je vais continuer très rapidement en 2 minutes. C'était ma dernière slide. Voilà. Après, c'était les questions les plus fréquentes. Effectivement, la capacité d'accueil des salles des 2 formations, les espaces de convivialité et restauration. Certains ont décidé tout de suite de fermer ces espaces de restauration et convivialité. Je pense que c'est peut-être la dernière, on va dire, lorsqu'on n'a vraiment pas le choix, mais il faut au maximum essayer d'aménager ces espaces-là en respectant les distanciations. Parce que comme on s'inscrit sur une longue durée, ça peut avoir un impact quand même en termes d'accueil et en termes de fonctionnement au quotidien, de fermer définitivement ces espaces-là. Sur les EPI et les ports du masque, une petite parenthèse aussi, les EPI et l'ensemble des choses qui sont applicables dans le cadre du Covid ne doivent pas faire oublier les risques habituels liés au travail. C'est-à-dire que il ne faut pas que on va dire les mesures prises dans le cadre du Covid nous détournent aussi des risques du travail habituel et donc du port de masque ou du port de gants ou autre. Donc voilà, c'est quelque chose qui est complémentaire et qu'il faut toujours aussi avoir en tête. Et après, donc, communication et prise en charge des stagiaires, je l'ai évoqué tout à l'heure, responsabilité du chef d'entreprise également. Et voilà, très rapidement, je suis désolé, j'ai un peu débordé sur mon temps de parole. Pas de problème, merci beaucoup. Madame Favennec et Madame Saulnier, tout à l'heure, vous aviez des petits soucis de connexion. Est-ce que vous pouvez réactiver? Voilà, j'ai vu que vous avez activé votre micro. Donc, peut-être en quelques minutes, parce qu'il y a eu des questions sur le bouleversement des épreuves en fait dans les titres professionnels. Est-ce que au niveau de la directe, en fait, vous pouvez expliquer comment ça se passe? Oui, bonjour. Donc, on voulait en fait attirer aussi l'attention sur le fait que chaque certificateur organise les sessions d'examen selon des procédures qui leur sont propres, et notamment le titre professionnel du ministère du Travail. Madame Favennec, est-ce que vous pourriez vous rapprocher de votre micro? Parce Oui. qu'on vous entend de loin. Ah, vous n'entendez pas? Là, vous m'entendez mieux? Non? Alors, peut-être que vous m'entendez mieux?
Alors, on vous entend d'un peu loin. Madame Saulnier, je vais me permettre de couper votre micro parce que j'ai l'impression que ça fait des interférences. Oui, oui, allez-y. Voilà. Madame Favennec? Vous m'entendez? Voilà, c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc, chaque ministère et chaque certificateur a mis en place des questions-réponses pour adapter les sessions d'examen dans le cadre de la crise du Covid-19. Et donc, le ministère du Travail a mis en place un question-réponse pour l'organisation des sessions d'examen des titres professionnels, puisque les examens, le ministère du Travail a fait le choix de maintenir les sessions d'examen sur des épreuves pratiques, sur site et en présentiel. D'où l'importance donc de s'assurer du respect des mesures sanitaires qui ont été exposées par M. Guigné. Et dans le cadre de ces questions-réponses, un certain nombre de recommandations et de conseils sont donnés pour organiser les sessions d'examen, et notamment les sessions qui ont été reportées dans le cadre de la crise du Covid-19. Alors, un certain nombre de mesures ont été prises pour faciliter la mise en œuvre des sessions d'examen, notamment la professionnalisation des jurys à distance via des classes virtuelles. Il est également prévu de mettre en place un assouplissement dans la composition des jurys pour faire face à une pénurie de jurys dans le cadre de la période de crise sanitaire. Et un certain nombre de mesures vont aussi être prises pour permettre de diminuer les délais de convocation des candidats dans le délai de 15 jours au lieu d'un mois. Alors après, effectivement, le ministère réfléchit à la mise en place de sessions d'examen qui pourraient se faire à distance, mais uniquement pour certains titres professionnels, puisque, comme on l'a dit, l'évaluation dans le cadre de l'examen d'un titre professionnel consiste à s'assurer de la maîtrise des gestes professionnels par les candidats. Donc, certains titres on peut difficilement mettre en place des examens à distance pour tous les titres du ministère du Travail. Alors, ces différents aménagements nécessitent de modifier les dispositions législatives et réglementaires, donc toutes ne sont pas encore effectives, mais dès à présent, un certain nombre de mesures ont été prises pour proroger les délais, notamment des agréments qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, puisque vous savez que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 juillet. Donc, les questions-réponses qui sont mises en place par le ministère n'ont pas intégré les dispositions de la loi du 11 mai 2020. Donc, il faudra effectivement prendre en compte la prolongation du délai de l'état d'urgence sanitaire quand vous vous approprierez les dispositions des questions-réponses. Donc, on sait que… Oui, alors je voulais simplement vous dire qu'on sait que les reports des sessions et la reprogrammation des sessions peut générer de nombreuses questions et des difficultés pour les centres, notamment via le système d'information. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter au niveau de la Directe pour débloquer le système d'information si besoin pour vous permettre de reprogrammer les sessions. Merci Madame Favennec. Donc, vous êtes responsable du service régional de contrôle à la Directe des Pays de la Loire. Donc, vous restez avec nous si les organismes, vous aviez des questions pour Madame Favennec ou Madame Saulnier, n'hésitez pas. Je vais inviter Monsieur Rojon, donc vice-président de la FFP, et puis Madame Langlais, déléguée régionale du SINOFDES, a rallumé leur webcam. Voilà. Vous avez, vous, depuis plusieurs semaines, reçu chaque jour un certain nombre d'appels, de demandes de conseils de la part des organismes. Est-ce que chacun, vous pouvez témoigner un peu des principales questions? Alors, je suis désolée parce que l'heure tournant vite, on va vous donner, on va dire, 3-4 minutes chacun pour ensuite laisser encore du temps à de l'échange avec des questions. Et puis, Madame Langlais, vous aviez préparé aussi quelques points à présenter. Je peux vous rassurer, comme M. Guigné a balayé quand même pas mal de dimensions, je pense que je vais pouvoir écourter ma présentation, sauf s'il y a des questions. La plupart des questions, c'est très global, c'est comment on peut reprendre en attendant que le guide paraisse. Donc ça y est, le guide sectoriel est paru. Et une des questions, c'est comment
quelle hiérarchie, mais on le verra tout à l'heure, je mets en place dans le process de reprise. C'est-à-dire, je commence par mon personnel, je commence par identifier les stagiaires qui peuvent revenir, c'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins interrompu certaines sections en cours. Et est-ce que l'organisation que je suis en train de mettre en place est bien conforme aux différents guides? Il y a quand même une crainte importante, parce que je crois que M. Rojon le réparera, le risque employeur est quand même important. Certes, la sécurité de nos salariés, la sécurité des stagiaires est principale dans cette démarche. Donc, les questions de salle, les questions comment on peut dire ça, des espaces communs aussi. Et une question qui est intervenue aussi, c'est comment on fait quand on partage des locaux ou qu'on loue des locaux dans une autre structure. Ça peut être une maison de l'économie, enfin voilà, en secteur rural. Comment on peut procéder, je dirais, à la conformité des guides respectifs qui n'émanent pas forcément du même métier. Mais comme disait M. Guimier, il faut prendre le guide chapeau du ministère du Travail en ces cas-là. Donc, avec une inquiétude qui vient très vite, ce qui est l'inquiétude économique, auquel évidemment nous n'avons pas les réponses dans les guides. Voilà. Alors, on a une question qui est arrivée, mais ce sera pour Madame Favennec et Madame Saulnier. Je vous laisse en prendre connaissance. Monsieur Rojon, vous rencontrez les mêmes questions? Oui, alors bien sûr, on a ce type de questions. En gros, beaucoup de questions sur doit-on reprendre en présentiel, les risques, comme disait Corinne, les risques encourus, etc. Donc, beaucoup aussi de questions sur comme disait Sébastien, sur des organisations liées à certains secteurs. Des gens du transport qui nous disent mais comment on va faire dans telle situation, des gens, je sais pas, du service à la personne, etc., où effectivement on est obligé d'avoir un lien tactile avec les gens dont on s'occupe. Et donc à partir de là, effectivement, je crois que la meilleure des choses, c'était effectivement de leur répondre qu'il fallait se référer à la profession. Par exemple, pour les gens, le service à la personne, moi j'ai indiqué à certaines personnes qui m'ont posé ces questions de dire que pour le stage pratique, ne pas faire de choses liées à des choses qui pourraient être des choses tactiles et les réserver à ce moment-là pendant les stages pratiques dans les entreprises spécialisées pour ça qui ont des mesures spécifiques. Donc, après, il y a beaucoup de choses sur effectivement les capacités d'accueil, sur des problèmes liés à la certification, mais bon, nos collègues de la directe ont répondu parce qu'il y a beaucoup de choses sur les jurys à distance, possible, pas possible, les financements complémentaires, etc. Il y a beaucoup aussi de questions qui ont été, mais est-ce qu'on peut globaliser des achats de solutions hydroalcooliques, de masques, etc. Comment on peut se procurer des masques, est-ce qu'on peut faire des choses, etc. Des questions, comme disait Corinne, aussi sur les salles communes de repos ou de restauration. Donc là, attention, grand danger. Quand on a des salles où les stagiaires viennent, alors déjà en temps normal, c'est très risqué. Et le chef d'entreprise prend vraiment des grands risques pour mettre à disposition ce type de salle. Mais là, ça l'est encore plus parce que si chacun amène à manger, mettre ça dans un réfrigérateur, etc., les risques de contamination sont majorés et donc sont augmentés de façon, oui, considérable. Donc voilà, et puis tous les risques liés je dirais, à la possibilité, une angoisse financière, donc très clair, en disant, certains d'entre eux que j'ai eu au téléphone me disent, mais nous, on ne peut pas faire du télétravail, on peut difficilement aujourd'hui, avec le matériel que l'on a, les locaux qu'on a, reprendre du présentiel tout de suite, parce qu'on n'a pas assez de gel, parce qu'on n'a pas assez de surface, parce qu'on n'a pas, etc. Et donc, c'est une angoisse assez importante de tous les responsables d'organismes qu'on a au téléphone, ouais, bien sûr. Voilà, en gros, j'ai résumé un petit peu comme Corinne, mais on avait les mêmes problématiques, quoi. On a deux réactions sur la question des risques du tactile.
Du coup, Madame Violette du campus de la mode et du luxe, l'intérêt du présentiel n'est-il pas justement d'appréhender les gestes par rapport au distanciel? Et puis, même question de Madame Arzeux du comité régional UFOLEP, qui est en formation d'éducateur sportif. Donc, effectivement, les temps de formation en présentiel sont confrontés à cette question des contacts. Oui, Voilà. voilà. Ce qui concerne l'animation sportive, je pense que ça pose un réel problème et en effet, et je pense qu'une des références, c'est reprendre les références des sports qui sont autorisés. Enfin, je veux dire, là, on voit bien qu'on croise deux choses différentes, à la fois la formation hein, et à la fois, j'ai un souci de caméra, à la fois de la formation et à la fois les sports autorisés. Enfin, c'est vrai que je ne suis pas sûre que l'animation puisse se faire autour d'un match de rugby ou d'un match de basket ou de judo, quoi. Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut se reporter, je dirais, à la profession, hein, c'est-à-dire à comment ils font pour reprendre l'entraînement dans un certain nombre de sports, etc. Donc, oui, il faut se référer au secteur d'activité, à la profession même et aux difficultés liées à ça. Après, on peut pas, hein, les difficultés qu'on a aujourd'hui, si on ne peut pas donner forcément des réponses fermes, définitives, surtout à des cas très, très compliqués, quoi, hein, donc, et très, très spécifique, quoi. C'est des petites niches, effectivement. Il faut voir. Dans certains cas, ça sera possible. Dans certains cas, il y aura une partie qui sera possible. Dans d'autres cas, il n'y aura rien du tout de possible. Donc là, c'est pas, je dirais, c'est à chacun de déterminer en fonction des risques liés et qui sont bien déterminés dans la profession. Pour le sport, comme tu disais, Corinne, comment font dans la profession pour des entraînements de rugby, de basket, etc. Et donc les appliquer aux stagiaires, hein, tout simplement. Alors effectivement, Monsieur Roumaniac du comité, qui nous précise que pour les sports collectifs et de combat, ce n'est pas possible. Pour les activités gymniques, oui, aux conditions présentées par le ministère des Sports. Absolument. Madame Langlais, vous vouliez compléter avec quelques points? Non, je voulais Allez-y, juste je vous en simplement prie. intervenir. Je vais prendre un exemple. Nous, on intervient dans le domaine de la logistique. Donc, évidemment, on a pris le guide de la formation professionnelle, mais on a pris aussi le guide des métiers de des métiers de l'entreposage. Et donc, quand on est en formation sectorielle, il faut il faut avoir les deux. Et de toute manière, il faut bien préparer aussi nos apprenants à la pratique professionnelle, où là, ils vont avoir le guide sectoriel qui va s'imposer à eux. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut être toujours dans ce double raisonnement. Et alors, je dis, les guides, vous pouvez les trouver évidemment sur le site du ministère du Travail. Il y a déjà pas mal de publications des différents guides. Et peut-être en complément, Madame Langlais, de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, vous avez travaillé au niveau du Synopdes sur un guide. Est-ce qu'il y a 2-3 points que vous pouvez apporter en complément de ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Écoutez, si je dois faire apparaître mon diaporama, je pense que c'est la spécificité du guide du Synopdes. Ça a été de mettre en évidence la dimension un peu organisationnelle et stratégique en termes de management et de communication. Et donc, je vous propose de le balayer maintenant, ou à moins qu'il y ait d'autres questions. Allez-y, je pense. Et puis, ça amènera les questions, je pense. Il faut que j'arrive techniquement à aller le chercher. Hein. Oui. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'y vais. Voilà, et je vais le mettre en diaporama. Parfait. Voilà. Alors moi, par contre, je suis que sur une vue partielle. Donc, c'est plutôt la hiérarchie, c'est comment on peut structurer une reprise d'activité. Alors, le mot reprise d'activité, pour la plupart d'entre nous, il n'est pas juste. C'est reprise d'activité en présentiel, hein, puisque la plupart d'entre nous avons continué, même si c'est en mode dégradé, la formation en distanciel depuis le 15 mars dernier. Donc, quand on aborde la reprise d'activité, il faut mettre en place, je pense, un plan qui va permettre de définir quels sont les objectifs de l'entreprise, quel planning réaliste
est envisageable, quelles activités ne peuvent pas être relancées. Il y a peut-être des activités où ce n'est pas possible de relancer, hein, soit liées au public visé, soit au plateau technique à mettre en place. Quels nouveaux processus doivent être mis en pratique. Donc là, M. Guillemet a fortement insisté sur, je dirais, la dimension sanitaire qu'il va falloir intégrer dans… Voilà. Y a-t-il des choses que je dois abandonner, hein? Quelle organisation de l'entreprise doit être mise en place pendant cette phase de redémarrage, notamment plutôt une reprise en vague. On voit bien que l'activité a redémarré, elle ne peut pas redémarrer pleinement comme elle était avant le 15. Hein. Et tous les collaborateurs ne seront pas non plus là en même temps. Hein. Il manquera certainement des compétences. Donc, l'important, c'est de mettre en place un plan de reprise, hein, qui va être un outil de pilotage et de management de l'organisme et qui va permettre aussi de mettre en exergue les moyens, hein, concernant la santé et la sécurité des salariés. Cet outil permettra également à l'employeur de mettre en place à jour ce dont on a parlé, et ça c'est important, pas mal d'organismes ont oublié, ou même d'entreprises hein, en général, hein, le fameux document unique hein, d'évaluation des risques professionnels, et c'est un document qui doit être géré par établissement. Je crois que c'est aussi important de le prendre en compte. Donc, quelle activité je peux hein, ou je dois reprendre hein, quelles sont celles qui doivent être reportées Alors, c'est vrai que dans le deuxième guide, on voit apparaître la notion de public hein, prioritaire. On va parler des décrocheurs, par exemple. Hein. Il y a peut-être quelque chose à… Enfin, voilà, il y a des données, tous les cas, qui sont stipulés dans les guides. Déterminer le pilotage de l'activité, c'est-à-dire qu'il est important de mettre un responsable ou un groupe de travail derrière ce plan de reprise hein, et pour relayer et puis recenser aussi les difficultés auprès des équipes qui sont directement impliquées. Quelles sont les menaces potentielles qui sont encore existantes? On sait qu'on a des établissements qui sont plus ou moins bien configurés pour telle ou telle activité, hein, ou pas. Il peut manquer du matériel aussi, parce que la difficulté, c'est aussi l'approvisionnement. Hein. C'est bien beau de nous obliger d'avoir des gels, des masques, des visières. Hein. On n'a pas parlé des visières, mais les visières peuvent être un outil aussi qui permettent l'animation de séances de formation. Les plexis. Hein. Quels sont les salariés indispensables à cette reprise? Il faut se poser la question. Hein. Et surtout, comme a déjà été évoqué, hein, alors là, on cite le CSE, mais toutes les entreprises n'ont pas un CSE, mais au moins les représentants du personnel doivent être associés à cette reprise. La médecine du travail peut être aussi évidemment associée, et puis les responsables d'équipe. Déterminer les règles de sécurité impératives à mettre en place, ça on les a vues, hein, avec quand même un point fort qu'il faut maintenir, hein, c'est le maintien tant que possible du télétravail, ça c'est primordial. Hein, le nettoyage des locaux, bon, ça a été évoqué. Alors, par M. Guillemet. Par M. Guillemet, donc j'y vais. Les gestes barrières, je ne vais pas en reparler. Hein. La mise en place des consignes et les mesures renforcées, ça je le verrai un peu plus, mais la notion d'affichage est vraiment très important. Pourquoi pas faire des petits tutos vidéo qui peuvent être communiqués tant aux stagiaires ou aux apprenants, hein, parce que si on, voilà, hein, ça dépend un petit peu de… Voilà. Qu'au niveau du personnel. Il ne faut pas oublier le personnel d'entretien. Certains d'entre nous, certes, vous avez des contrats avec des sociétés extérieures, mais certains organismes ont des salariés. Et là, les process sont bien particuliers. Donc là aussi, il faut aller voir les guides qui sont autour du personnel d'entretien. Alors, Madame Langlais, pour respecter à peu près le cadre horaire qu'on avait prévu et pouvoir prendre un petit temps de réponse aux questions, est-ce que je peux vous demander de conclure avec un ou deux points peut-être sélectionnés parmi ce que vous… Je vais aller vite. Hein. Il y a un travail à faire au niveau du personnel. Je pense qu'on peut envoyer, enfin ça peut être un questionnaire ou quelque chose comme ça,
pour savoir qui peut reprendre, parce qu'on a vu qu'il y avait des salariés qui ne pouvaient pas reprendre pour différentes raisons, qu'elles soient médicales ou de problématiques de garde d'enfants. Il y a la mise aux normes des locaux et il y a tout le travail de communication à réaliser. Donc, je laisserai le diaporama parce que s'il faut aller très vite, j'essaye de le balayer. Et a été évoqué quelque chose parce qu'on pense souvent à notre personnel, enfin voilà, au personnel en termes de règlement intérieur, mais il faut penser aussi aux apprenants. Donc, on irait plutôt sur une annexe au règlement intérieur spécifique. Je pense qu'un guide sanitaire stagiaire me paraît, comme on parle de protocole au niveau de nos salariés, est un outil de prise de connaissance. L'intégration aux séances de formation, notamment dès l'accueil, mais ça peut être en amont de l'accueil, des consignes sanitaires liées à l'organisme. Et l'implication aussi, puisque dans nos formations, dès lors qu'elles ont une certaine durée, il y a des délégués stagiaires. On peut avoir aussi un travail de médiation avec les délégués stagiaires pour structurer justement la mise en place du protocole et sa déclinaison et sa revue aussi. Il n'est pas non plus établi vitam aeternam. Il est recommandé dans le guide d'ailleurs de la mise en place pour les salariés d'une formation spécifique. Alors la formation spécifique peut se faire directement, au niveau de tous les salariés, mais si on met en place des référents Covid, comme on les appelle, moi je préfère référents sanitaires, eh bien cette formation peut passer dans un premier temps par ces gens-là, qui peuvent après diffuser auprès des équipes sur les sites. Voilà. Donc je pense que j'ai… Ah oui, dans les règlements intérieurs, je pense que beaucoup précisent les normes, les contraintes d'hygiène et de sécurité qui vont être mises en place. Il ne faut pas oublier la dimension disciplinaire. Sinon, tant au niveau d'ailleurs des salariés que des apprenants. C'est souvent un volet qui est oublié. Alors, je vais inviter Monsieur Guimier aussi à rallumer sa webcam et peut-être, Madame Langlais, si vous pouvez arrêter le partage de l'écran pour un dernier temps. Alors, Madame Favennec, Madame Langlais voilà. Madame Saulnier sont avec nous aussi, même si elles ne sont pas en webcam. Un peu de foire aux questions. Charlène Arzeux du comité régional UFOLEP demande qui délivre les formations spécifiques à destination des référents sanitaires, Madame Langlais. Je ne peux pas vous donner d'organisme. Question complémentaire de Muriel. On est en train d'en mettre en place dans les différentes instances autour de la formation, mais je n'ai pas de nom en tête. Monsieur Guimier, vous en aurez peut-être? Il y en a effectivement. Alors là, voilà. Il y en a qui sont en train d'être mis en place, il y en a qui existent déjà. Je sais qu'on avait échangé, nous, mais c'est dans le cadre du processus de rédaction du guide avec la Croix-Rouge qui en a. Oui. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres organismes de formation soit qui sont déjà équipés, soit qui sont en train de les mettre en place. Exactement. Mais ça, je pense que ça sera publié. Enfin voilà, il faut aller chercher. Mais on commence juste. Il a fallu avoir le guide pour vraiment s'y mettre. Madame Saulnier, Madame Favennec, on avait une question tout à l'heure sur les habilitations en fait, des jurys des titres professionnels. Pourrait-on, à titre exceptionnel, prolonger les habilitations de jury actuellement, puisque le renouvellement ne peut se faire? Alors oui, effectivement, il a été prévu que dans l'ordonnance, dernière ordonnance, en fait, il a été prévu que les habilitations des jurys qui arrivaient à échéance entre le 12 mars et la fin de l'état d'urgence, c'est-à-dire le 10 juillet, sont prorogées de plein droit pendant 2 mois, suivant la fin de la période, donc ça veut dire jusqu'au 10 septembre. Voilà. Parfait. Après, effectivement, il faudra retrouver des habilitations classiques pour les jurys. Parfait. Alors, Monsieur Rojon, ça vous paraissait important de ne pas oublier la question de la responsabilité civile et la responsabilité pénale des responsables des organismes de formation dans cette période? Ah oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de responsables d'organismes, quels qu'ils soient des
des structures associatives ou des structures commerciales qui nous ont posé ces questions, évidemment, hein, parce qu'un responsable, s'il accueille du public, il faut qu'il respecte l'intégralité, hein, de toutes les mesures de sécurité et de santé. Et en plus, je dirais, mais ça c'est mon interprétation personnelle, mais je crois qu'on en a discuté avec Sébastien et on est d'accord, c'est qu'il faut aller au-delà, hein, de ça pour vraiment se prémunir de risques qui peuvent arriver. Hein. Un employeur, il est à la fois obligé de respecter les choses vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis des gens qu'il accueille, les apprenants, vis-à-vis de ses clients. Hein. À partir de là, il a une responsabilité. S'il met ses clients, ses apprenants, ses salariés avec des risques de potentialité de, par exemple, pas assez de choses qui peuvent permettre de détruire le virus ou un certain nombre des personnes, par exemple, trop nombreuses dans des salles, etc. En cas de problème, effectivement, je disais la dernière fois un petit peu de façon dramatique, mais ça peut arriver, et je pense que c'est arrivé déjà en France, hein, quelqu'un qui décède, hein, et qui peut tout à fait, les personnes qui sont ses héritiers peuvent tout à fait attaquer le centre de formation en disant qu'il peut y avoir une responsabilité. Donc dans ce cadre-là, il faut à tout prix que les organismes soient bien outillés à travers tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure, hein, mais notamment les éléments qui sont liés à la santé et à la protection des gens qu'on accueille, hein, et à la sécurité des gens qu'on accueille. Donc effectivement, ce n'est pas des choses négligeables. Et d'ailleurs, ça a été un des thèmes très importants, pas simplement pour les organismes de formation, sur toutes les entreprises qui se sont dit, déconfinement oui, mais attention, toutes ces règles de responsabilité du chef d'entreprise peuvent freiner le déconfinement. Et d'ailleurs, ça freine aujourd'hui le déconfinement. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ne préfèrent, même dans les organismes de formation, qui se disent « Oh là, on n'est pas tout à fait prêt, on n'a pas toujours toutes les… etc. » On reste en distanciel par rapport à des possibilités où on pourrait reprendre sur certaines choses, sur certaines parties de formation, des formations en présentiel. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, il y a des condamnations, il y a etc. qui peuvent aller, etc. Toutes les arrêts de jurisprudence qu'il y a eu depuis, c'est essentiellement lié sur des choses qui sont liées à la forme, hein, essentiellement liées à le DU ERP n'était pas assez détaillé ou n'était pas mis à jour, etc. Et donc les entreprises ont été condamnées. Il y a quelques arrêts là, très récents, hein, qui ont été faits, mais c'est sur des choses liées à la forme. Hein, donc voilà, j'ai essayé d'être très synthétique, Nadine. Hein, après, je peux répondre à d'autres questions, et Sébastien aussi d'ailleurs. Mais je pense que le domaine de la responsabilité, quel qu'il soit, hein, certains on peut dire, on peut faire signer à des stagiaires des décharges de responsabilité, ça vaut rien ça. Hein. La responsabilité, elle est du chef d'entreprise, elle est du responsable de l'organisme, du responsable du site. En complément, oui, il y a une obligation de moyens renforcés qui pèsent sur l'employeur. Donc, clairement, il faut mettre en place l'ensemble des mesures et fournir l'ensemble du matériel nécessaire pour éviter au maximum que la responsabilité de l'employeur puisse être mise en cause. Oui, la responsabilité pénale, elle peut être engagée sur des choses graves, hein, sur un homicide involontaire, hein, ou au titre de blessures involontaires avec des choses qui pas assez d'informations vis-à-vis des salariés ou des apprenants ou des clients. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte très, très fortement avant de se dire je rouvre. Il est important de mettre en place un process de traçabilité de l'ensemble des actes posés par l'organisme et à chaque étape obtenir, alors même si ça ne protège pas complètement, mais au moins une signature comme quoi le règlement intérieur a été vu, tant au niveau du salarié qu'il y a bien eu un premier niveau d'information et qu'il y ait des étapes, je dirais, de retour d'expérience pour qu'il y ait un process aussi d'amélioration ou d'efficience, hein, des process mis en place dans l'entreprise. Et ça, je dirais, quelle que soit l'entreprise. Sauf que nous, on est ouvert. Hein, la difficulté, elle est ouverte. Et donc, il faut le faire tant au niveau des salariés que des stagiaires.
Effectivement, sur le côté retour d'expérience, c'est très important et je pense que même dans les premiers jours de réouverture, notamment d'accueil de formation, des points quotidiens pour voir un petit peu dans la journée qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en termes de process, mais également en termes de relations avec les stagiaires, je pense que c'est effectivement extrêmement important. Oui, moi je voulais aussi revenir sur des choses qui sont effectivement importantes. C'est effectivement les problèmes de santé que peuvent avoir un certain nombre de stagiaires ou de salariés. Quand on voit entre autres, et même quand ils sont en télétravail. Là, il y a des statistiques sur du télétravail où on voit la dégradation sur des statistiques qui ont été faites par un organisme oui, un organisme qui a pignon sur rue, sur la dégradation de santé psychologique et de santé physique des salariés, même en télétravail, c'est quand même énorme. On est sur du 40-30% de gens qui disent qu'ils ont de graves problèmes. Donc, il ne faut pas non plus nier les problèmes de ces salariés quand ils sont en télétravail. On parlait de management tout à l'heure avec Sébastien, mais les problèmes de posture, est-ce que vous avez un siège correct, etc. Et puis aussi les problèmes de management, des gens qui se sentent isolés, donc il ne faut pas oublier de leur faire un certain nombre de visios, de leur envoyer un certain nombre d'éléments réguliers pour pas qu'ils se sentent isolés, etc. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est chacun, dans chaque entreprise, connaît ses salariés et doit être plus vigilant vis-à-vis de ceux qui peuvent avoir une fragilité psychologique plus que d'autres. Et en complément sur le côté isolement aussi des collaborateurs, il y a tout le travail qui est fait effectivement par les chefs d'entreprise ou la personne en charge des ressources humaines. Mais on l'a indiqué dans le guide, il y a aussi des plateformes qui existent, des plateformes d'information sur le Covid, mais également des plateformes d'écoute. Donc ça, c'est important aussi peut-être de le communiquer auprès des collaborateurs quand il y a des situations de détresse ou de oui, la CPME a mis une plateforme d'écoute justement des chefs d'entreprise et des responsables justement sur des problèmes justement liés à des problèmes psychologiques. Je voulais revenir aussi sur 2-3 choses concernant, c'est quelquefois un peu contradictoire. L'OMS dit qu'il ne faut pas nettoyer les rues, les centres, les métros, etc. On nous dit de nettoyer les couloirs, etc. Donc, désinfecter. Donc, ça, c'est à caution. Et puis, beaucoup de choses aussi qui sont un peu, qui vont en dehors de ce qui est juste au niveau santé. Le gel hydroalcoolique ou les solutions hydroalcooliques sont bien, mais désinfectent beaucoup moins que des bons savons, de vrais savons de Marseille. Donc, il est conseillé, et je vous conseille, vous, les organismes de formation, d'obliger les apprenants et vos salariés, quand ils rentrent dans l'entreprise, de se laver les mains avec un bon savon de Marseille, 30 secondes, de s'essuyer avec un papier qui est jetable, et pas de se croire que, parce qu'on se met un petit peu de gel hydroalcoolique comme ça, qui d'ailleurs va vous abîmer les mains, alors après, une fois que quand les gens sont rentrés, utiliser le gel hydroalcoolique si on a touché à quelque chose, etc., très bien, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas croire que le savon, c'est beaucoup plus désinfectant que le gel hydroalcoolique, comme certains le préconisent. Tout à fait. Et en complément, je dirais juste sur le port des gants, il est plutôt déconseillé. Bien sûr, si dans le cadre de la formation, il y a un port du gant qui est recommandé, enfin, on reste dans les standards habituels, mais en complément, le port du gant est vraiment n'est pas forcément un outil de protection parce qu'en fait, si le gant est contaminé, ça n'empêche pas qu'on puisse se toucher le visage aussi si on n'a pas de masque, et ça n'exonère pas de se laver les mains. Donc, le port du gant n'est pas du tout une solution miracle en termes de protection. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à la FFP. Je vais vous redonner le mot de la fin au Synovdes et à la Directe d'avoir passé tous ces messages en espérant que ça vous a permis de vous éclairer sur certains points, de vous accompagner, peut-être de vous faire penser à des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Monsieur Rojon, oui, vous vouliez ajouter? Je voulais juste rajouter, c'est important, on a des dépenses quand même liées, si on veut, des masques, etc., des solutions hydroalcooliques et des savons, etc. Il y a une aide de la caisse primaire qui peut prendre en charge jusqu'à 50% pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, je ne vous détaille pas les choses, il y a des choses qui sont prises en compte, qui ne sont pas prises en compte, il y a un dossier à faire. Vous allez sur le site d'Amélie, quand vous êtes une entreprise de moins de 50, et vous pouvez déposer un dossier pour l'éventualité d'avoir 50%
de ces dépenses qui peuvent être remboursées par la caisse primaire d'assurance maladie. Parfait, merci beaucoup. Et on va vous envoyer, puisque la question nous a été posée, on va vous envoyer les supports de Monsieur Guimier et de Madame Langlais qu'on va compiler avec un rappel des guides, parce que ceux qui n'étaient pas inscrits hier soir n'ont pas été destinataires du mail. Hein. Donc, on va renvoyer ça à tous les participants. Et Patricia partage dans la fenêtre de conversation le lien vers une cellule d'écoute de Santé publique France. Eh bien, écoutez, désolée pour ce petit dépassement du temps, mais le sujet était dense, riche et puis très important actuellement. Donc, merci encore aux intervenants, merci aux participants. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Au plaisir. Excellente journée. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir.